Alors moi, je trouve ça génial de dire on va arrêter d'aménager, et on va remettre, parce que c'est une absurdité quand même incroyable, le fait que le lac soit à 2,50 m au-dessus du cours d'eau. Bon, peut-être que c'était une réserve aussi qui permettait d'alimenter le canal. Non, Souvent, non, c'était pas. c'était une idée de disposer d'une réserve d'eau potable Ah, d'accord. qui n'a jamais été utilisée depuis 1970. Ouais. Voilà. Et moi, je me disais là sur le parc des Expos à Bordeaux, là. Ils n'ont pas eu encore Hilton ou Accor qui est venu leur proposer de faire un hôtel de 250 chambres là, parce qu'il y a la Euh, place, hein. Accor est là. Accor est là à côté du Palais des Congrès. Mais il y a un Ibis à côté du Palais des Congrès, non? Aussi, oui. Qui On est a un nouveau minable, hein. Je hôtel me et souviens on d'y a le avoir Palais dormi, des... Mm. parce que là, il y aurait la place de faire genre un Mama Shelter ou un truc dans le genre, avec un rooftop et tout, ça serait super là sur le plan d'eau là. Oui, oui. Mais en parallèle, on a In Extenso qui fait une étude sur l'hôtellerie D'accord. et dont leur conclusion était plutôt de dire à Bordeaux, il n'y a Il y a- il besoin y a- de rien à ce Ouais, niveau-là. ouais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hôtels qui sont sortis ces 5-6 Mm. dernières années à Bordeaux, c'est vrai. Ouais. Ok. Non, non, mais sinon, moi, je n'ai pas de remarques particulières à faire. C'est moins dans mon domaine de compétences, ça. Ça m'est arrivé d'y travailler sur ce genre de sujet, mais pareil, en partenariat sur des grands plans d'eau. Moi, j'ai plutôt travaillé sur les questions de service, les commerces à mettre en place, moins sur les activités nautiques ou de la plage, etc. Mais je trouve que le deuxième sujet, il fait quand même pas mal écho à ton premier. Enfin, tu vois, Ouais, le c'est fait clair, ouais. qu'on soit dans une logique de renaturation et de finalement accompagner la transformation, enfin, c'est peut-être ça aussi qui va nous amener à, enfin, tu vois, à re-questionner nos pratiques. C'est finalement, est-ce qu'il faut qu'on soit pas dans cette logique, ouais, d'accompagner la transformation du territoire et d'en prendre les moyens. Et donc là, ça nous repose nos questions économiques, nos questions d'usage, nos questions de démontabilité, enfin, ou Ouais. peut-être que c'est des solutions intermédiaires qu'il faut trouver. Ouais, il y a la Alors, question de la réversibilité des Ouais, équipements touristiques qui est c'est ça, importante. c'est ça, parce que Philippe disait, pardon, Philippe disait tout à l'heure, à propos de Saint-Jean-de-Luz, en fait, la collectivité, pour l'économie et comment les accompagner, grosso modo, elle s'en fout. Là, à Armentières, pareil. Non pas qu'elle s'en fout, mais elle en est propriétaire. On est sur du domaine public. Et également, on a plus un problème de satisfaction du riverain qui était habitué à Ouais, venir à la oui, plage. c'est Et ça. le souci est de se dire, est-ce que ces habitudes vont être rompues ou pas. Mais l'exploitant de la restauration, etc., sincèrement, c'est pas le sujet primaire. Mm. Mais il y a un vrai, à mon avis, il y a un vrai sujet, c'est que on voit bien que les pratiques touristiques changent. C'est-à-dire qu'il y a des changements qui sont générationnels. Euh, Tous les millennials, la génération Z, etc., ils ont des pratiques de vacances qui sont assez différentes finalement de nos générations à nous. Et donc, dans les modes de consommation des destinations touristiques, ils vont plus en ville qu'à la montagne, par exemple, les jeunes, hein, pour l'instant. Euh, dans les modes d'hébergement, on voit bien que l'hôtellerie est obligée de se réinventer avec des spas, etc. et tout, que les campings, ils mettent du locatif parce que l'emplacement nu, ça n'intéresse plus personne. Enfin, je caricature hein, volontairement. Que les auberges de jeunesse, ben maintenant, c'est des hôtels. Sauf que les chambres, elles font deux pour deux personnes, pour quatre, pour six, pour huit. Mais que surtout, il y a une structure de restauration et d'animation au rez-de-chaussée qui fonctionne super bien. On voit bien ça quand on regarde les nouveaux concepts. Je parlais de Mama Shelter, mais les hostels maintenant qui fonctionnent super bien à la fois pour les clientèles d'affaires, pour les jeunes adultes, pour les adolescents, etc. Donc,
on est dans une période où il faut réinventer les offres. Et on se rend bien compte qu'avec les problèmes climatiques, mais avec les problèmes aussi de densité urbaine, etc., on ne pourra pas finalement réinventer des offres exactement au même endroit qu'aujourd'hui. Et ça remet en question l'attractivité de certaines destinations par rapport à d'autres. Euh, à la fois, c'est une chance parce qu'on a beaucoup de petites villes et de villes moyennes et de territoires ruraux en France qui pourraient permettre de développer des offres alternatives, innovantes, immersives, etc. Au niveau de l'hébergement, des loisirs, etc. On voit bien aussi que avec le plan vélo, le développement des voies vertes, des véloroutes et tout, fait que on traverse de nouveaux territoires qui peuvent devenir des destinations. Mais ça pose le problème de la réversibilité de ce qui existe déjà, et en particulier sur le littoral et à la montagne. On a bien débattu par rapport à ça. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas moins de touristes en France qu'il n'y en a aujourd'hui. Il y en aura probablement plus. Donc, la vraie question est une question d'aménagement du territoire. Hein. Rappelez-vous, le tourisme en Aquitaine, comment il a démarré avec la Miaca. Le tourisme en Languedoc-Roussillon, comment il a démarré avec la mission Racine. On a créé des stations de toutes pièces qui aujourd'hui sont obsolètes. Hein. C'est moins le cas sur le littoral aquitain, quoique. Hein, quand on regarde un peu Souston, pas Souston, Seignos ou des endroits comme ça, c'est quand même à vomir hein, quand même au niveau urbanistique. Mais moi, je pense qu'il y a cet enjeu-là qui est vraiment très, très important. C'est de dire comment, si on se projette à 15 ans, comment on peut imaginer de nouvelles destinations, notamment en zone rurale, avec toujours la présence de l'eau, parce que pas d'eau, pas de loisirs. Hein, c'est pour ça que les gens vont tous à la mer. Hein, et puis la neige, c'est de l'eau. Il ne faut pas l'oublier. Elle n'a pas la même forme, mais c'est aussi la neige, quelque part le ski, toutes les activités de glisse, c'est aussi des sports aquatiques, quoi qu'on en dise. On voit bien que ça, il faut garantir cette offre-là, et en espace rural, c'est pas toujours facile. Et puis après, de voir comment on peut effectivement reconvertir le littoral. Mais moi, moi, je suis un Varois de plusieurs générations, hein, d'accord? J'ai toute ma famille qui est née en gros entre Toulon et Vintimille. Bon, donc la Côte d'Azur, je l'ai vécu les années 60, la nouvelle vague à Saint-Tropez, on allait faire la bise à Brigitte Bardot devant chez Sénéquier, et aujourd'hui, ce que c'est devenu, d'accord? Euh, la machine, elle est inarrêtable. C'est-à-dire que dans l'inconscient collectif, des destinations comme Saint-Tropez, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, le Touquet, ça restera des destinations balnéaires, mythiques, etc. Et le business avec les gens qui ont du fric se fera toujours là-bas. Comment ils vont pouvoir réinventer les choses? Je ne suis pas certain qu'ils y arrivent. Hein. Il y aura un grand effondrement, à mon avis, pas un grand remplacement, mais un grand effondrement. Euh, Probablement autour des années 2050, à mon avis. Mais eux, tant qu'ils vont pouvoir continuer à louer des chambres 680 € la nuit à un mec qui vient et qui gare sa Bentley dans l'hôtel, advienne que pourra. Hein. Alors c'est Moi, ça. je pense que la montagne, ils seront obligés de se réinventer très vite parce que leur remontée mécanique, il va bien falloir qu'ils les démontent à un moment ou à un autre. Hein. Bon, on voit bien déjà dans la loi Montagne 2, il y a cette déconstruction des remontées mécaniques qui ne servent plus, qui est rentrée en ligne de compte, etc. Et ça coûte aussi cher de démonter que de remonter, hein, une remontée mécanique, hein, il faut le savoir. De renaturer les pistes, les laisser à la nature au lieu de les façonner pour les skieurs, etc. Tout ça, ça va aller très très vite. Là. Moi, je pense que dans moins de 10 ans, on aura perdu au moins 50% des stations de ski en France. Sur le littoral, ça va être plus compliqué. À mon avis, ça va être plus compliqué. Parce que on a aussi une urbanisation et une population, un nombre d'habitants qui a considérablement augmenté. C'est-à-dire que des stations comme, je sais pas, la Grande Motte, par exemple, ou Saint-Cyprien, ou
moi, enfin, des destinations comme ça, c'était que des locations de vacances, c'était que du tourisme, c'est-à-dire c'était vide l'hiver et plein l'été. Maintenant, il y a plein de gens qui y habitent en résidence principale. Ce qui était des résidences secondaires sont devenues des résidences principales. Et ça pose d'autres questions. C'est-à-dire qu'on a créé des infrastructures, notamment du logement, pour des touristes en résidence secondaire ou en location. Et aujourd'hui, on a des gens qui habitent dans des endroits où il n'y a pas de service, très peu de commerce, pas de médecins, et tout ça. Et donc, de réinventer des villes touristiques du littoral, je pense beaucoup à la Méditerranée plus qu'à l'Atlantique, hein. Mais ici, par exemple, bon, Deauville, c'est un cas particulier en Normandie, mais quand vous allez dans d'autres stations du littoral du Calvados, par exemple, c'est aussi, on est sur des problématiques identiques. Comment en faire des villes où on va habiter plutôt que des villes où on va habiter et travailler, plutôt que des villes où on vient en vacances. Alors, pour moi, le Pays Basque, c'est particulier parce que les touristes sont arrivés après les habitants, et pas le contraire. Mais vous allez en Gironde, dans les Landes, en Vendée, euh, dans l'Hérault, dans l'Aude, dans le Var, dans une partie, pas trop les Alpes-Maritimes, mais une partie seulement des Alpes-Maritimes, sur tous ces territoires-là, dans la Manche, dans le Calvados, vous allez avoir des gros problèmes parce que les destinations touristiques vont s'abîmer, comme on est en train de le voir, mais derrière, il n'y aura pas de. Enfin, toutes les communes ne pourront pas devenir des espaces de vie. Soit parce que la structure n'y est pas, soit parce que l'accessibilité n'y est pas. Hein, à Courseulles-sur-Mer, par exemple, des endroits comme ça, ou même à Coutainville dans la Manche, qui est aujourd'hui la station balnéaire de la Manche, hein. Euh, alors, il y aura des espaces de vie à Granville, mais à Coutainville, ça va être compliqué, hein. On va se retrouver avec des friches qui vont être des villages entiers sur le littoral. Et ça nous pend au nez, mais tout le monde fait semblant tout le monde se cache derrière son doigt, hein, là-dessus, hein. Je peux vous citer un exemple, c'est celui de la commune de Anneville-sur-Mer. C'est tout près de Coutainville. Ouais. En fait, elle est dans une configuration vraiment, c'est au niveau de la mer, mais c'est protégé derrière un gros, comment dire, derrière des dunes et des ouvrages qui sont très anciens. Mmh. Et du coup, c'était il y a une bonne dizaine d'années qu'on avait fait cette étude et qui a conduit à retirer beaucoup de terrains qui étaient constructibles des zones constructibles. Et ça a été très compliqué à faire avaler à la population et parce qu'il n'y avait pas d'indemnisation et chaque terrain constructible qui avait été vendu à près de 100 000 euros, ben, finalement, les gens Vous le n'avez fait perdaient et c'est rien. tout, hein. Ouais, ouais. C'est comme à la Faute-sur-Mer, hein. Ce qui s'est passé à la Faute-sur-Mer, c'est ça, hein. Sauf que là, il y a eu des morts en plus, hein, mais euh, moi, le paradigme, il est là. C'est-à-dire que les destinations de demain ne sont pas les destinations d'aujourd'hui, mais il y aura toujours autant de touristes, si ce n'est plus. On l'a bien vu à la sortie de la crise sanitaire. Tout le monde s'est barré, tout le monde voulait aller partout. Tous les gens qui habitaient dans les villes, les grandes métropoles, etc. Il y en a plein ici dans l'Eure. Il n'y a plus une résidence secondaire de disponible. Les Parisiens de Paris, de l'Ouest parisien, ils ont acheté toutes les baraques dans le département. Il n'y a plus rien. Donc, ils sont plus touristes. Donc, Ils sont plus touristes. ah bah si, résidence secondaire, c'est du tourisme, hein. On Mais Vous- nous a raconté une histoire qui était que les habitants, le travail allait changer en même temps que le tourisme Mm. et que les gens allaient peut-être effectivement avoir une bouger, enfin ne plus forcément habiter là où ils travaillaient, etc. Bon, est-ce que ça a des impacts aussi sur eux? Est-ce que le tourisme habite ou le touriste habite Mm. quelque On est en part? Et- pleine évolution. C'est Bah, l'évolution totale et en fait, on n'a pas de, on n'est pas clairvoyant là-dessus. Franchement, on regarde tous les signaux faibles que l'on peut trouver. On s'aperçoit une chose, c'est que les destinations existent parce qu'elles ont leur nom et qu'elles s'imposent à tous, parce qu'elles sont automatiquement plus fortes en marketing, etc. Et elles entretiennent, j'allais dire, leur situation de leader. Et pour le reste, quelquefois, on a des effets d'influenceurs qui vont tout d'un coup mettre en valeur un site
qui n'est pas en capacité à recevoir. Et là, on prend en pleine figure le cas du surtourisme, mais tout le reste, on a largement de quoi se faire plaisir, découvrir, déguster, etc. en France, sauf que désormais, les nouvelles générations dont parlait Philippe ont des autres pratiques, mais ils ne connaissent pas du tout la géographie. Mm. Donc, on va être sur des critères de qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui se passe, est-ce que le copain y est allé et tout, mais savoir choisir sa destination d'un point de vue géographique, ça devient très difficile. On a, j'ai vu au fin fond de la Haute-Loire, pour ceux qui connaissent aux Estables, euh, aux confins de la Lozère, de l'Ardèche et de la Haute-Loire, des gens qui venaient faire du ski parce que le village vacances était plein à la Bourboule. On leur a proposé autre chose, ils ont dit oui, ils ne savaient pas où ils étaient. Et donc, il y a cette dimension, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Et quant à la possibilité de travailler sur son lieu de vacances, etc., ou même travailler sur un site qui nous plaît beaucoup, c'est vrai que c'est une tendance qui part de plus en plus. Le directeur de l'office de tourisme de Marennes a acheté son van pour faire, parce qu'il aime bien le surf, et la priorité, c'est de pouvoir être en télétravail sur un site de pratique. Et donc, il bosse et il a son activité. Quelle proportion tout ça va pouvoir prendre avec l'effet famille ou pas, les espaces de coworking qui pourront, au plus ils seront performants, au plus on pourra amener des gens sur un temps donné dans une destination. Euh, et combien de temps les gens vont pouvoir rester ou pas? Est-ce que ce sera l'équivalent de saisonnier? Est-ce que ce sera sur une partie de l'année? On a vraiment tout l'éventail est ouvert à 180 degrés. Mhm. Ça pourra prendre multiples formes et je crois que les grosses stations vont pouvoir perdurer et ça coûtera très cher. Et on se fera quelques heures d'une grosse station ou quelques jours. Mais ensuite, ça va vraiment jouer à je ne sais pas quoi. Alors, Et également, ce qu'on peut rajouter, c'est que peut-être les touristes, ils vont venir de moins loin aussi. On a beaucoup de tourisme étranger en France. Voilà, ça va coûter peut-être de plus en plus cher aussi de venir, de prendre l'avion, Mhm. peut-être de plus en plus compliqué. Peut-être que on sera toujours plutôt sur un tourisme de proximité entre guillemets. Donc ce sera voilà des personnes qui vont faire quelques kilomètres pour aller passer leurs vacances. Oui et J'imagine non. que Oui et non. Nous, on prône énormément la découverte au bout de la rue pour justement aller dans ce sens-là et montrer qu'au bout de sa rue, quelquefois, on peut découvrir et se faire très plaisir. Mais on a aussi les itinérants qui vont être en vélo et qui vont venir de très loin, qui vont rester une semaine par-ci, 15 jours par-là, mais ils vont habiter au Danemark et ils vont être posés à Bordeaux. Euh, Là aussi, pour l'instant, c'est anecdotique, quoique quand je pédale et que je discute, dès que je vois quelqu'un avec des grosses sacoches, je veux savoir et je me rends compte que les gens sont un petit peu nomades. Bon, on n'est pas sur de la famille, on est sur du solitaire ou du groupe, euh, mais on a toutes ces tendances. On ne sait pas si c'est un effet très ponctuel ou si ça va prendre et durer. On peut il venir y de a, très loin, mais faire très peu de déplacements en fait, mm, parce qu'on sera dans une forme d'itinérance en fonction d'un attrait, de suivre une route, d'avoir une thématique ou par une passion personnelle. Beaucoup de choses peuvent émerger vraiment. alors les clientèles internationales, euh, ceux qui ont de l'argent viendront toujours en France. Et en particulier à Paris ou les grandes destinations que font les Chinois, les Américains, etc., avec les vignobles, s'il en reste, etc. Parce que il y a
ce capital glamour de la destination France, qui fait que on aura toujours, en tout cas chez les plus friqués, des clients brésiliens, américains, canadiens, chinois, peut-être moins japonais parce qu'ils vieillissent tellement que bientôt ils pourront plus se déplacer, mais coréens, etc. Ça, mais toujours sur les mêmes destinations, hein, c'est-à-dire c'est Paris, ou alors des destinations importantes sur le plan du tourisme à motif professionnel, par exemple le Festival de Cannes, le Festival de Deauville, des gens qui viennent aussi pour le business. Après, pour les Français, le constat qu'on fait depuis la sortie de la crise sanitaire, c'est que les gens partent moins loin, moins longtemps, mais plus souvent. Ça, c'est-à-dire que la destination de court séjour, en gros, dans les années 2010, un Francilien, en moyenne, il partait entre 9 et 11 fois en week-end. Maintenant, il part entre 14 et 17 fois en week-end. Mais avant, il allait en week-end à Lisbonne, ou il allait en week-end à Nice, ou maintenant, il va à 3 heures de transport. Attention, 3 heures de transport, c'est Marseille, c'est Bordeaux. Et en voiture, c'est la Normandie, c'est les Hauts-de-France, c'est la Bourgogne, c'est la Sologne. Donc, des destinations rurales, l'Allier par exemple. Moi, j'ai fait la stratégie de développement touristique de Vichy en 2020-2021. À la sortie de la crise sanitaire, ils ne savaient plus où les mettre, les clients. C'est-à-dire que les gens venaient passer 3 jours, 4 jours à Vichy, prenaient le train. En 2 heures de train, ils étaient à Vichy. Et après, ils louaient un meublé, ils prenaient une chambre d'hôtel, un Airbnb, etc. Et ils venaient le week-end, ils allaient au spa, ils faisaient du kayak sur l'Allier, etc. Et voilà, donc Vichy, l'Allier, qui n'est pas une destination touristique à part Vichy, hein, l'Allier n'est pas une destination touristique pour dessous, et ben, c'est devenu une destination de court séjour pour les Franciliens notamment. Donc, il y a des espèces de distorsions qui se font entre le temps d'accès aux destinations et les nouvelles pratiques. Mais je pense que les clientèles internationales, peut-être que ça sera toujours cher, mais avec tous les milliardaires, les gens qui ont du pognon aux quatre coins du monde, la France, c'est un mythe en termes de vacances. Et Paris en particulier. Donc, euh, pourquoi tous les hôtels 4 étoiles, 5 étoiles se développent en ce moment à Paris, qu'il sort des hôtels pas possibles, que Paris a des taux d'occupation qui ne sont pas au top depuis la crise sanitaire, mais que chaque semaine, il sort un hôtel de 50 chambres, 100 chambres, 200 chambres, des nouveaux hôtels grand luxe à Paris, ben parce que c'est pour ces clientèles-là, pour les gens qui viennent pour le business et pour les gens qui viennent de loin et qui font une semaine ou 15 jours sur place en France. Mais moi, je pense que le vrai enjeu en matière d'aménagement du territoire, c'est vraiment de penser aux Français et de voir comment on peut leur proposer un univers de vacances. Si les gens partent moins loin, bah, ils dépensent forcément un peu moins d'argent. Donc ça rend accessible aussi à certaines parties de la population des moments où ils vont se, ils vont faire des breaks par rapport à leur vie urbaine, quoi. Moi, je crois beaucoup à ça. Mais ça veut dire qu'il faut réinventer les offres, hein. Et je fais beaucoup de stratégies de développement touristique pour des zones rurales, moi, parce que ça m'intéresse plus que le littoral ou la montagne. Et là, j'ai travaillé dans l'Orne, ou même dans l'Eure, ici, c'est pas des destinations touristiques aujourd'hui. Et Tu veux pourtant, peut-être exposer ton dernier cas, non? Enfin, je sais pas, c'était pas bah, ça? ouais, ça peut être ça, ouais, si tu veux. Allez, c'est parti. Juste pour que tu nous fasses les tendances en territoire, dans des territoires comme ça. Ok, alors je vais partager. Vous l'avez? Est-ce que vous avez Oui, oui, c'est bon, vas-y. l'écran? C'est bon? Donc, voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai travaillé sur des volets tourisme de Scott. Donc, un Scott, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est, hein, vous êtes tous des urbanistes, vous savez. Il y a un diagnostic qui s'appelle le rapport de présentation. Enfin, maintenant, c'est encore changé là, depuis il n'y a pas longtemps.
Il y a la stratégie, avant ça s'appelait le PADD, le plan d'aménagement de développement durable. Maintenant, ça s'appelle le PAS. Je ne sais pas exactement même ce que ça veut dire. Et ensuite, vous avez une sorte de plan d'action, mais qui est très orienté sur la partie réglementaire, puisque en fait, vous savez que le SCOT s'impose aux autres documents d'urbanisme et en particulier au PLU et au PLUI. Donc, c'est le document d'orientation et d'objectifs. Donc, moi, j'ai fait à peu près la même chose en fait au niveau touristique. Donc là, je vous mets deux exemples parce qu'en fait, c'est une seule commande. En fait, c'est deux missions, mais une seule commande sur deux territoires qui sont l'un à côté de l'autre et qui partagent la destination touristique du coin, qui est le lac du Der. Donc, on est pour le pays Vitria, c'est Vitry-le-François, d'un côté avec 3 EPCI, 102 communes dans le département de la Marne. Et pour le syndicat mixte Nord-Haute-Marne, on a 2 EPCI, le Grand Saint-Dizier et la communauté de communes de Joinville, avec 60 communes. Et donc, il y a eu une commande groupée. Donc, moi, je suis co-traitant avec Citadia sur ce dossier qui date depuis avant la crise sanitaire, hein. Ça a été bloqué pendant 2 ans et demi. Là, on a terminé le SCOT Pays Vitria et on est en train de terminer le SCOT Nord-Haute-Marne qui devrait être bouclé en septembre de cette année. Donc, il y a 2 SCOT et il y a 3 PLUI, un pour la communauté d'agglo de Vitry-le-François, un pour la communauté d'agglo de Saint-Dizier et un pour la communauté de communes de Joinville. Pour mémoire, Joinville, la communauté de communes de Joinville, c'est juste à côté du futur site d'enfouissement des déchets radioactifs de Bure. Donc, il y a des enjeux importants sur l'avenir de ce territoire, sur le plan du logement économique, etc. C'est pour ça que le PLUI est un peu particulier. Bon, voilà, je vous ai parlé du lac du Der. Donc, le lac du Der, c'est un des plus grands lacs intérieurs d'Europe. C'est Ramsar. Enfin, il y a tout là-bas. On peut voir des oiseaux, on peut pêcher des carpes énormes. Il y a plein de campings tout autour. C'est une destination très, très populaire de proximité. Mais c'est un site naturel qui est quand même assez énorme. Donc, par contre, ces territoires touristiques, ils ne sont pas touristiques. Ces territoires ne sont pas touristiques. Ils ont des taux de fonction touristiques. Donc, le taux de fonction touristique, c'est le nombre de lits, c'est-à-dire tous les lits marchands et les lits non marchands que sont les résidences secondaires, divisé par le nombre d'habitants. Ça nous donne un pourcentage. Là, on est sur ces territoires-là, je crois qu'on doit être euh, entre 3 et 5%. Donc, déjà, il n'y a pas beaucoup de population puisqu'on est dans la diagonale du vide. Mais alors, le nombre de lits par rapport au nombre d'habitants, c'est ridicule. Donc, le tourisme là-bas, pour l'instant, c'est juste, à part autour du lac du Der, c'est juste un concept hein, pour eux. Euh, pour vous donner un exemple, on commence à être une vraie destination touristique normalement au-dessus de 50%. C'est-à-dire quand on a un lit pour 2 habitants, quoi, quasiment. Voilà, un lit touristique pour 2 habitants. Bon, on peut avoir au-dessus de 30%. Au-dessus de 30%, le tourisme, on commence à le remarquer, mais en dessous, c'est vraiment symbolique. Donc, dans ces missions, ce qu'il fallait faire, c'était de connaître avec précision leur offre touristique, hein, qu'est-ce qu'ils avaient à vendre et est-ce que ça valait le coup d'avoir une vraie stratégie d'aménagement par rapport à ça, de voir s'ils avaient des clients, où ils étaient et quel type de clients ça pouvait être pour faire un peu ce qu'on appelle l'adéquation programme-projet, hein, c'est-à-dire de dire est-ce que l'offre elle est en adéquation avec les clients actuels et potentiels, de voir où est-ce qu'il y avait des marges de progrès. On ne peut pas faire du tourisme partout, en particulier dans des zones comme celle-là. Donc, essayer de trouver au-delà du lac du Der, où est-ce qu'on pouvait créer des pôles de fixation des clientèles touristiques, de définir donc des axes de développement en matière d'aménagement et d'équipement, et puis de voir un peu comment on pouvait, sur le plan réglementaire, dans le cadre des documents d'urbanisme, se dire, ben voilà, si on veut faire du développement touristique, on se projette à 10 ans, voilà quel type d'offres on voudrait développer, voilà où est-ce qu'on veut les développer, et donc au niveau foncier et au niveau des règlements d'urbanisme, comment on peut développer ces activités. Alors moi, j'ai mis en place une petite méthode, là, ça fait quand même quelques années maintenant. Je crois qu'on en avait déjà parlé, il me semble, il y a quelques années là, à la CAD. Une espèce d'analyse, une espèce d'analyse multicritère en fait de l'attractivité touristique des territoires, en tenant
pas simplement compte de l'offre, c'est-à-dire ce qu'il y a à voir, à faire, à vivre, à visiter, ni de l'hébergement, mais de voir aussi par rapport aux clientèles, par rapport aux facteurs endogènes, les facteurs identitaires du territoire, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et là où est-ce qu'on peut, et où est-ce qu'on peut avoir des marges de progrès sur la politique publique. Donc, il y a 6 grands facteurs d'attractivité, les facteurs endogènes, c'est-à-dire que l'accessibilité, la démographie, les facteurs urbains, les facteurs éco pour le développement du tourisme d'affaires, les commerces et les services pour les clients, les espaces naturels, les sites remarquables pour l'identité du territoire. On a l'offre de destination, donc tout ce qu'on peut faire en fait, hein, quand on vient en vacances, hein. En hiver, si on est dans une station de montagne, culture et patrimoine, les sports, les activités de pleine nature, la détente, la découverte, le balnéaire, le bien-être, la connaissance et l'éco-sensibilisation, la plaisance et le nautisme, tout ce qui est animation événementielle, de voir un peu où ils en sont. L'hébergement, la capacité d'accueil, la diversité des offres, les prix, la qualité, le confort, la capacité à produire des lits nouveaux. Vous voyez, il y a toute une batterie de critères comme ça. Après, sur les clientèles, et puis sur l'aménagement de l'espace aussi. Est-ce qu'on gère bien la compétence tourisme? Est-ce qu'il y a des continuités entre les sous-espaces, hein, les mobilités douces notamment? Est-ce qu'on peut développer des projets? Est-ce que l'incidence et la maîtrise foncière le permettent pour les collectivités? Et puis le niveau d'échelle des équipements et des infrastructures. En gros, si vous avez le musée de l'instrument à vent dans une petite commune à côté de Saint-André-de-l'Eure et que vous faites 6 000 visiteurs, vous n'avez pas le même niveau d'échelle que le musée du Louvre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des territoires qui ont des infrastructures ou des équipements qui peuvent avoir un rayonnement régional ou national, voire international, et puis d'autres qui n'en ont pas. Et ça change la donne en matière d'attractivité. Et après, on met des notes, etc. Et on met ça un peu en diagramme en radar, hein, vous voyez. Et ça permet pour ces grands thèmes de voir si l'attractivité est forte ou si elle est faible. Et dans les différents domaines, où est-ce qu'on a des marges de progrès, où est-ce qu'on a des dangers, où il faut avoir des actions défensives pour préserver l'attractivité. Donc, vous voyez que ces territoires-là, ben, si tout allait bien, tout serait bleu là, hein, OK? Donc là, on est à moins de 50% de la performance d'un territoire qui serait ultra touristique. Et on voit qu'en termes d'organisation territoriale, etc., on est plutôt bon, mais on n'est pas bon pour l'adaptabilité aux saisons, on n'est pas bon sur l'hébergement, on n'est pas bon sur l'offre de destination, il n'y a pas assez d'offres. Je vous ai mis là un peu de texte sur les constats, mais ça synthétise un peu tout ce que je viens de vous dire. Donc là, on est sur un territoire qui est quand même qui n'est pas touristique et où il y a des chantiers énormes à ouvrir pour pouvoir développer l'attractivité. Et en fait, avec ce petit graphique, ça permet à tout le monde, même à ceux qui ne s'intéressent pas au tourisme, à des élus un peu agriculteurs à fond ou des choses comme ça, de comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire et où y aller. Donc après, je détaille un petit peu les enjeux. Euh, sur un territoire comme celui-là, on ne va pas pouvoir développer le tourisme partout. Là où il y a des polarités déjà existantes, il faut renforcer les investissements publics pour pouvoir créer un certain effet de seuil pour que le tourisme ait un vrai impact sur l'économie. Donc il y a le lac du Der, où il y a des choses à faire, mais il y a déjà beaucoup de trucs et une grosse capacité d'accueil. Mais il y a aussi des villages de caractère, il y a aussi le canal de la Champagne à la Bourgogne, qui passe par Vitry-le-François, Saint-Dizier, Joinville, qui est un axe de tourisme fluvial, mais qui a des problèmes parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Mais il y a une voie verte qui est en train de se structurer autour de ce truc-là, où on peut justement, grâce à l'itinérance, la mobilité, comme évoqué tout à l'heure, arriver à développer un peu des gammes d'offres touristiques. Le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de services dans les villages, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de restaurants, il n'y a plus de boulangerie. Donc, il faut aller essayer d'aller sur un certain nombre de communes pour pouvoir développer un peu de l'accueil. Et surtout, ben, il n'y a pas assez d'hébergement pour faire venir des touristes. Et comme les touristes, ils viennent de loin, parce que dans la zone de chalandise primaire à 1 heure, ben, vous n'avez pas de métropole, hein, à part Reims. Si vous voulez aller chercher les clients, il faut aller les chercher sur l'axe Mosellan, c'est-à-dire Luxembourg, Metz, ça c'est 3 heures de route, hein. Les Alsaciens ne viendront jamais en vacances là. Et sinon, c'est la région parisienne où
la métropole lilloise. Donc, pour faire venir, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Pour faire venir des touristes en court séjour ou en vacances, il faut structurer l'offre d'hébergement. Et tout le vrai chantier, il est là. Et le problème numéro un, en fait, de ce territoire, c'est que il y a il y a plein d'opportunités parce qu'il y a beaucoup de bâtis vacants et il y a beaucoup de, comment dire, de sites à réhabiliter. Et comme ils ont une déprise importante en termes de population, un vieillissement, etc., il y a largement de quoi faire du logement pour tout le monde, pour les habitants, et de quoi faire venir des touristes en réhabilitant de l'immobilier existant, plutôt que de créer de nouvelles offres. Et donc l'enjeu majeur pour le territoire sur les 10 ans à venir ou sur les 15 ans à venir, pour essayer de mettre en route une offre touristique moderne, nouvelle, innovante, etc., c'est la maîtrise foncière. Donc, il faut qu'ils aient une stratégie foncière et immobilière importante pour pouvoir développer une offre d'hébergement. S'ils n'arrivent pas à faire ça, bah après, ils pourront mettre tous les lieux de visite, toutes les activités autour. De toute façon, à 2 heures, les clients, il n'y en a pas beaucoup et il y en aura de moins en moins parce qu'il y a un vieillissement et une baisse de population sur ces secteurs qui est quand même énorme, avec la Meuse, la Marne et la Haute-Marne. Voilà, on est dans la diagonale du vide, donc où il y a des problèmes démographiques qui sont considérables. Voilà. Donc, si on n'inscrit pas dans le SCOT et dans les documents d'urbanisme, comme les PLU ou les PLUI, de dire bah, nous, on veut développer une capacité d'accueil à tel endroit, donc on va faire des réglementations qui vont permettre de changer l'affectation, par exemple, certaines fermes qui sont en déshérence, ou de récupérer du bâti pour en faire de la location de vacances, des villages de vacances éclatés, par exemple, des choses de ce type-là, ou de récupérer une ancienne friche industrielle qui a un peu de caractère, en briques rouges, etc., pour essayer de monter une auberge de jeunesse à cet endroit-là, ou en tout cas un hostel ou une auberge collective là-dessus. Si on n'a pas déjà ciblé les endroits où on veut faire les projets, le jour où on va vouloir le faire, eh ben on sera pieds-poings liés et ça sera compliqué. Et donc la vocation touristique, elle n'arrivera pas à prendre son chemin, quoi. Voilà. Je trouve ça passionnant. En fait, tu es en train de dire que du coup, ouais, sur ces territoires-là, justement, qui sont des réponses potentielles à ce qu'on était en train de dire tout à l'heure, Mm. en fait, ouais, enfin, C'est maintenant on qu'il faut doit s'y créer mettre. l'offre d'hébergement presque en même temps qu'on structure l'offre touristique Ouais. sur ces logiques de nouveaux publics, nouvelles destinations, etc., quoi. Tu sais, pour monter un projet d'hôtel, entre l'idée, le choix du lieu, l'acquisition du foncier et l'ouverture au premier client, c'est quand tu es dans une zone très touristique, c'est 3 4 ans. 3 4 ans. Quand tu es dans une zone pas touristique, c'est 5 7 ans. Mm. Pour créer un camping aujourd'hui, entre l'idée, l'achat du foncier, toutes les autorisations, etc., et l'ouverture au public, c'est 5 ans. Parce qu'en plus, la DDT, tout le monde te met les bâtons dans les roues, personne veut de l'artificialisation avec le ZAN aujourd'hui. Tu peux plus créer des campings. Tu vas pas dire à un agriculteur, je t'achète 50 hectares, donc allez, je t'achète 6 hectares, je fais un camping là. Ben, c'est sûr que tu n'as aucune autorisation de le faire. Alors que si tu vas dans les villages où il y a plein de trucs, des maisons vides, et ça va pour la Haute-Marne, mais ça va aussi dans l'Allier, dans la montagne bourbonnaise où j'ai travaillé, c'est pareil. Tu as des villages, il y a 4 maisons habitées, alors qu'il y a 50 maisons. Et ben, si tu récupères les 50 maisons avec des systèmes, moi j'ai beaucoup travaillé sur ces systèmes-là, hein, sur la réhabilitation du bâti vacant, donc j'ai plein de dossiers là-dessus. Euh, Tu fais un bail amphithéotique où tu rachètes les bâtiments à ceux qui veulent les vendre, etc. Tu crées une foncière de revitalisation locale et la foncière, elle est publique. Euh, Tu fais les travaux, tu retapes, tu fais tes meublés et après, tu embauches un directeur qui va gérer ça comme un village de vacances, qui va le commercialiser, etc. La collectivité reste propriétaire du foncier de l'immobilier. Elle ne se départit pas de son fonds de commerce parce que dans le tourisme, celui qui a le fonds de commerce, c'est celui qui a le foncier et l'immobilier. Les autres, ils mangent du gras sur celui-là. Si tu n'as pas de foncier, pas d'immobilier, tu ne peux pas développer le tourisme. C'est clair.
C'est pour ça que dans certains endroits, on ne peut pas faire de développement touristique parce que les besoins en logement sont trop importants, les besoins en implantation d'activités sont trop importants, où il y a déjà suffisamment de touristes, où il y a tellement de résidences secondaires, le golfe du Morbihan par exemple. Tu ne peux pas développer d'activités dans le golfe du Morbihan parce que ben, le foncier, il est déjà mité et privatisé. Donc ces territoires ruraux, comme dans l'Orne, comme dans la Mayenne, comme dans une partie dans l'arrière-pays du Calvados, dans le pays d'Auge, dans des endroits comme ça, où là, des bâtiments, des châteaux, des domaines de 12 hectares à vendre, il y en a des brouettes, et qui sont à 1 heure et demie, 2 heures de Paris en bagnole. Moi, je pense que c'est ça les destinations de demain. Euh, et c'est un moyen aussi de faire un saut qualitatif, quoi. Parce que dans ces territoires-là, l'économie, elle est par terre. L'agriculture, elle est là, mais euh, Vitry-le-François ou Saint-Dizier, toutes les industries, elles se sont cassées la gueule. Il ne reste plus que de l'agriculture extensive, où on a des champs, où on fait du colza ou des trucs comme ça. Donc c'est compliqué, il n'y a pas de travail pour personne. C'est triste, hein. Quand tu te balades un mardi soir dans Vitry-le-François, putain, quand il va une fois pour le déplacement, ça va. Quand il habite, au bout d'un moment, tu te tires une balle, hein. Donc moi, je pense que le tourisme, ça peut être aussi un moyen de dire aux gens, ben, quand il n'y a plus rien, c'est un espace de liberté énorme, normalement. Si en plus il y a des sites naturels un peu sympas, il y a quelques éléments patrimoniaux agréables, etc., tu prends ton vélo électrique ou ta future voiture électrique, tu te balades dans la campagne, c'est mieux que d'aller s'embourber à Saint-Jean-de-Luz ou à Sainte-Maxime, hein. Enfin, moi, je trouve. Mais ça, il faut le planifier. Mais si on regarde bien, parce que moi, j'en ai beaucoup parlé. Maintenant, il est plus à la tête de l'entreprise, mais je suis super copain avec Julien Mérignac, le fondateur de Citadia. On a eu des discussions à n'en plus finir tous les deux sur pourquoi on fait de la planification sur l'habitat, sur l'agriculture, sur le commerce, sur les zones d'activité économique, sur les infrastructures de transport, et qu'on ne planifie pas sur le tourisme. Ou plus, puisque tu as dit on a planifié à un moment donné, mais maintenant on planifie plus, ouais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que non, Mm. maintenant, depuis 40 ans, enfin Mm. depuis la mission Racine, il n'y a plus de Il n'y a planification plus, sur ouais. le tourisme. On n'a même pas eu un ministre du tourisme qui savait ce que c'était que le tourisme depuis 40 ans. Donc là-dessus, on est tranquille, hein. Là, on n'a que des tocards, hein, depuis toujours, hein. Donc eux, ils n'y comprennent rien. Ils sont là juste parce que on leur file le tourisme, parce qu'on ne veut pas leur filer l'économie, ils sont trop cons. C'est ça le tourisme au niveau de l'État, hein, aujourd'hui, hein. Donc si les collectivités territoriales aujourd'hui qui ont la capacité à planifier avec les PLU et avec les SCOT, et encore plus avec les PLUI, se penchent pas sur le truc, eh ben c'est se tirer une balle dans le pied pendant 10 ans. Ouais. Mais je dis ça, je dis rien parce que euh, les clients pour lesquels j'ai travaillé, même eux, ils n'ont pas compris euh, quel était l'enjeu. Ah ouais, on veut faire du développement touristique. Ah bah oui, mais où est-ce que vous allez mettre les hôtels? Où est-ce que vous allez mettre les équipements pour la randonnée, les loueurs de vélos, etc., etc. Si vous dites pas, parce que si vous mettez un loueur de vélo à la gare de Vitry-le-François, mais que lui, il veut aller faire la route des vignobles de Champagne de la côte, mais que vous n'avez pas d'endroit pour le mettre à cet endroit-là, parce que la vigne, elle va jusqu'au bord de la route, eh ben, il ne viendra pas chez vous. On ne va pas aller louer un vélo à Ouais, ils Vitry-le-François. sont pas encore dans des logiques d'accompagnement des entrepreneurs. Ouais, c'est ça qui est terrible. Et voilà. Et d'autant plus si on a une capacité d'accueil sur le littoral qui va diminuer, si on veut garder la même attractivité, il va falloir se développer ailleurs. Ouais. Bon, je veux bien dire que la Haute-Marne, c'est quand même pas le top du top pour aller passer ses week-ends, hein. Je préfère le Pays d'Auge en Normandie, même l'Allier, c'est quand même plus sexy. Mais ça peut être aussi du tourisme peut-être un peu plus populaire,
pour des gens qui ne peuvent pas aller ailleurs. C'est aussi comme ça qu'on a réfléchi dans les années 70-80 où on a implanté des villages de vacances en Haute-Loire, en Corrèze, dans la Loire, etc. Aussi pour permettre aux gens d'aller en vacances à moindre frais. Non, mais enfin, je trouve que cette thématique, moi, je la trouve absolument passionnante parce que je pense qu'en termes de recoupement entre nous et entre les différentes compétences qu'on a au sein de la CAD, on est vraiment sur un sujet hyper transverse, en fait, et qui est au cœur des mutations de la société. Donc, Ouais, mais ça se voit aussi dans la façon dont on traite les offres. mm, Moi, avant, quand j'ai démarré, je répondais à un appel d'offres, j'étais tout seul et je faisais l'émission. Aujourd'hui, comme François, je ne travaille plus tout ouais, seul. vous êtes en groupement. Ouais. Je travaille avec des architectes, des urbanistes, des paysagistes, des écologues, des spécialistes du patrimoine et des monuments historiques, Mm. des spécialistes de l'immobilier. Euh, voilà, et avant, c'était moi qui étais mandataire, là, souvent dans les dossiers. Maintenant, je suis co-traitant. C'est-à-dire que j'amène la cerise sur le gâteau. Les enjeux, ils sont beaucoup plus Ouais, globaux. t'amènes l'enjeu d'attractivité, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Mm. Là, par exemple, je suis sur une mission, j'étais hier en déplacement là-dessus, une base de loisirs à côté de Rouen, où ils ont plein d'activités de loisirs, un peu comme traite François. Ils veulent faire un schéma directeur d'aménagement et redimensionner les équipements parce qu'ils ont plus de clients et qu'ils ont des bâtiments et tout qui datent des années 80. Moi, je suis là uniquement pour dire qui c'est vos clients, comment adapter les futurs hébergements et la future restauration. À côté de ça, j'ai un spécialiste de l'AMO qui fait le schéma directeur. J'ai un mec, énergéticien qui va travailler sur le bilan le bilan carbone et puis énergie des bâtiments. J'ai un paysagiste qui va refaire toutes les circulations, etc., sur le site. Voilà. Et Ouais. donc, on voit bien que la dimension aménagement et programmation, elle est globale. Elle n'est pas simplement sur l'équipement en lui-même. Mm. Et, et, et c'est compliqué hein, d'arriver euh, à convaincre certains donneurs d'ordre d'avoir cette vision globale à 360 plutôt que de regarder le sujet par le petit bout de la lorgnette. Mm. Parce que tu as souvent des gens qui lancent des consultations en disant ouais, on a 30 000 balles pour faire un musée de je sais pas quoi. D'accord? Bon, ouais, euh, mais en fait, nous, on fait l'étude de marché, on peut dire ce qu'il y a dedans. Mais comment on va intégrer le site? Où est-ce qu'on va le mettre? Est-ce que c'est compatible avec les documents d'urbanisme? Est-ce qu'on a des droits à bâtir qui sont suffisants? Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de réutiliser une friche pour restructurer ça? Et donc, forcément, on est obligé de travailler avec un urbain, avec un archi, etc., etc. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Donc Et moi maintenant, je suis plus sous-traitant et co-traitant que je ne vais plus en direct. Les appels d'offres qui sont lancés en direct pour des consultants en tourisme, sauf sujet bien spécifique, ça veut dire que celui qui a rédigé le cahier des charges, il n'a pas compris le problème. Donc, Mm. il vaut mieux pas y aller. Axel, tu voulais réagir, non? oui, c'est juste un témoignage hein, qui va dans ce sens-là. C'est euh, des fois l'attractivité, parce que les élus sont très sensibles. Moi, j'habite du côté de Marseille, je travaillais pas mal dans le pays d'Aix, métropole Aix-Marseille, et les élus sont très sensibles à l'attractivité de leur territoire. Voilà, ils ont ce mot à la bouche, Ouais, ouais. l'attractivité de partout. Et enfin, voilà, j'ai eu une anecdote, c'est que à un moment donné, bah, voilà, Aix, ils sont très très fiers de leur festival lyrique. Et sauf que bah, on était en réunion avec des élus, et je leur ai dit, mais prenez bien conscience que votre festival lyrique, votre population, c'est plus de 75 ans. Et Aix-en-Provence, l'été, va atteindre des températures de Ben ouais. 45 degrés pendant plus de 25 jours. Mm, mm, mm. Et comment ces populations vont participer au festival lyrique, qui sont très sensibles à des fortes chaleurs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, votre festival lyrique, il faut qu'il s'adapte
votre attractivité touristique, il faut qu'elle s'adapte à un climat qui va changer, à une population qui va être sensible. Enfin, voilà. Donc en fait, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est justement cette complémentarité en fait entre attractivité touristique et adaptation au changement climatique. Et des fois, l'attractivité touristique nous permet, parce que mon sujet c'est vraiment l'adaptation au changement climatique, nous permet des fois de tirer le fil et de dire attention, voilà, là vous êtes basé sur, vous êtes très fier de votre festival, de votre clientèle, mais voilà, quand il fera 45 degrés, il y aura peut-être moins de monde dans les rues, quoi. C'est ça. Ouais. Ok. Euh, On a une tendance qui a été faite avec les agences d'attractivité désormais, mis en place par les collectivités, départements, aussi agglomérations. En fait, euh, on veut d'abord faire le marketing, bien souvent, d'avoir oui, c'est produit ça. son offre et adapté son offre. Mm. Comment dire, on mélange les comités d'expansion et les offices de tourisme, voire les anciens comités départementaux du tourisme, Ouais, ouais. et on se dit qu'on va avoir une force d'attractivité formidable, et ça se traduit bien souvent par le journal de la collectivité qui explique à sa propre population que on va être très fort en tourisme et très attractif. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on est plus focalisé sur la manière de se montrer que se dire quelle offre je vais faire et pour quel public. Ouais. Ensuite, on a des tendances qui sont données au niveau national. À une époque, il était écrit qu'il fallait absolument, comme Philippe le disait, il faut de l'eau, il faut de l'eau. Donc, la région Auvergne tout entière s'était focalisée en se disant on va créer des possibilités de baignade dans tous les coins. Sauf que la baignade en Auvergne n'a jamais fait déplacer les touristes pour l'équivalent du littoral. Bien sûr. Donc, on s'est fourvoyé sur ces tendances, et où j'ai pris une leçon de vrai marketing, c'était sur la base nautique de Sigean. La base nautique de Sigean, il fallait la renouveler, elle était vraiment, comment dire, usée à la corde. Et le directeur de base me dit, mais nous, on va viser la planche à voile. Et donc, il y a de ça 10 ans, la planche à voile, tout le monde était conscient que ça périclitait complètement. Et il n'y avait plus aucun avenir, c'était le kitesurf absolument partout. Euh, et là, il me dit, euh, on est les meilleurs plans d'eau avec peu de fond, peu de vagues et beaucoup de vent. On est spot mondial, et les gens qui connaissent la planche à voile vont savoir qu'ils peuvent venir ici dans de bonnes conditions. Et, et là, c'est très rare que les collectivités aient la notion de se dire en quoi je suis vraiment le meilleur. Et si je suis très très bon sur un domaine, si jamais c'est pas tendance, c'est la panique générale. Il faut aller sur la tendance générale. Sauf que la manière dont est proposée l'offre maintenant, un spécialiste va toujours trouver la possibilité d'aller où il veut. Et donc, il y a cette, comment dire, euh, cette confrontation entre ne pas se tromper et prendre les tendances générales, et quelle est la prise de risque pour arriver à quelque chose qui correspond à 100% à son territoire. Vouloir transformer son territoire pour attraper des touristes, comme disait Philippe, qui de toute façon viendront pas parce qu'il y aura de la concurrence plus performante ailleurs, euh, ça n'ose pas, parce qu'il faut convaincre la population. Il ne faut pas que la population soit critique. Et donc, si on fait comme les autres font, bon, bah, c'est pas grave. Si jamais on a raté, c'est faute à pas de chance, on n'est vraiment pas, on peut pas y arriver. Mais cette notion de prise de risque pour dire nous sommes les meilleurs dans tel et tel domaine et on va s'y attaquer, c'est très très rare. Oui, c'est comme il y a des territoires qui disent oui, on est un territoire d'excursion et de loisirs de proximité, mais nous, on veut des vrais touristes.
On en a marre de faire de l'excursion, donc on veut changer de clientèle. Ça, il y a beaucoup de territoires qui disent ça. Alors qu'en fait, on a les clientèles qu'on a. On a des clientèles naturelles, soit parce qu'elles sont pas loin, soit parce qu'elles viennent pour un truc en particulier. Mais on ne peut pas décider du jour au lendemain Oui, de virer à 360, ouais. de virer à 360. Là, j'ai fait la stratégie tourisme d'une communauté de communes dans l'Orne, c'est la terre d'Argentan, donc autour d'Argentan, là. Euh, bon, très socialiste hein, comme ambiance. Je ne critique pas les socialistes, mais j'ai constaté qu'il y avait quand même une démarche dans le tourisme culturel qui était identique tous les territoires à majorité socialiste. On veut un centre culturel, on veut un musée, etc., etc. Bon. Et du coup, ils ont investi beaucoup d'argent dans 2 musées. Mais quand je dis beaucoup, à l'échelle de la communauté de communes, c'était quand même assez énorme. Parce qu'ils avaient la maison natale de euh, mince, le peintre. Ça veut en dire long, ça. Non, mais en plus, je l'adore, ce peintre, mais là, j'ai un peu fatigué ce matin. Bon, donc, ils avaient la maison natale d'un peintre. Ils ont voulu faire un musée sur ce peintre, mais ils n'avaient pas de toile. Fernand Ah oui, Léger, un musée sans collection, ça commence mal. Fernand Léger, la maison natale de Fernand Léger à Argentan. Et donc, et un autre grand designer de l'époque Art déco, André Marre. Donc, ils voulaient faire un musée sur ces 2 personnalités, mais ils n'avaient pas la thune, donc ils ont fait la maison natale de Fernand Léger, ils ont fait un musée sans collection, Fernand Léger, avec quelques œuvres de André Marre sur le mobilier Art déco, enfin des trucs qui n'allaient pas ensemble, etc. Ça leur a coûté un bras, un œil. Et en fait, bah, maintenant, ils sont fermés parce qu'il n'y a personne qui vient. Une fois que toutes les écoles du quartier sont venues gratuitement, bah, les touristes, eux, ils viennent pas. Ouais. Et donc, voilà, se dire on va aller chercher certains clients alors qu'on en a d'autres, et ben, à chaque fois, ça marche pas. À chaque fois, ça marche pas. C'est comme une petite ville qui fait un palais des congrès, Mm. mais où il n'y a pas de gare TGV, où il n'y a pas d'aéroport à proximité, etc. Je donne un exemple, j'habite dedans, Évreux. Évreux, Ouais. ils ont un palais des congrès qui n'a jamais fonctionné depuis toujours. Et que c'est la ville qui met 1 million ou 2 millions en frais de fonctionnement, plus 10 millions en remise à niveau du bâtiment, euh, pour rien. C'est pas simple, hein, il faut bien regarder. Je pense que avoir une démarche la différence avec tous les autres secteurs de la planification, c'est que on ne fait pas de la planification touristique pour la collectivité, on fait de la planification touristique pour les clients de demain. Et ça, c'est quand même assez différent, en fait, hein. Mm. Il faut avoir une vraie démarche marketing euh, en Oui, amont de mais la ce que vous dites, c'est planification. enfin, ok, il faut avoir une vraie démarche marketing, mais vous dites tous les deux que par contre, elle se décrète pas si on part pas des caractéristiques du territoire. Voilà, exactement. Ouais. Les aménités Ok. font l'intérêt de la destination pour certains types de clients. Voilà. Mm. Mais l'attractivité, ça ne s'invente pas. Ça ne se décrète pas, en tout cas.